Pokémon Go aurait généré près de 35 millions de dollars dans les 2 premières semaines après sa sortie. Mais comment est-ce qu'un jeu gratuit peut générer autant d'argent? En un mot, freemium. D'après South Park, ce mot est composé de free, qui veut dire gratuit, et de mium, pour pas vraiment. En vrai, le mot vient d'une contraction du mot free et premium. Ça donne un modèle économique où l'utilisateur a accès aux produits ou aux services gratuitement, et où il va payer pour des fonctionnalités en plus. Quand on regarde les jeux du Play Store de Google, eh bien ça c'est freemium, ça aussi, et puis ça, et puis ça, et ça, et ça. Bref, s'il y en a autant, c'est sans doute que ça marche. Mais justement, comment est-ce que ça marche? Le concept est simple. Le chiffre d'affaires qui n'est pas réalisé en vendant le jeu va être réalisé pendant le jeu. L'utilisateur va pouvoir acheter des bonus de diverses formes, pour aider sa progression ou pour des trucs cosmétiques. Dans Pokémon Go, l'encens est un bonus qui aide à la progression du joueur. C'est la même chose dans Candy Crush où le joueur peut payer pour augmenter ses chances de compléter un niveau. On retrouve ce mécanisme dans Hay Day, mais ce jeu va aussi proposer des objets purement décoratifs. Mais il y a quelques petites astuces pour qu'un jeu mobile en freemium soit vraiment profitable. D'abord, il vaut mieux que le jeu soit rapidement intéressant pour le joueur. Et une fois le joueur lancé, au bout de quelques jours, arrive le moment du blocage. Un niveau ou un objectif difficile, un temps d'attente un peu trop long qui génère de la frustration. À ce moment, les concepteurs du jeu vont pouvoir rappeler aux joueurs qu'ils ont l'opportunité de payer quelques centimes pour obtenir différents bonus qui vont les aider. Et c'est de là que vient le cash, de la petite frustration de centaines de milliers de joueurs qui deviennent des millions de microtransactions. Ensuite, dans pratiquement tous les jeux, il y a une monnaie virtuelle. Dans certains cas, ça peut aider à l'immersion, parce que mettre un gros signe dollar dans un jeu qui est censé se dérouler au Moyen-Âge, ça peut casser un peu l'ambiance. Mais ça permet aussi d'aider à gérer l'économie d'un jeu, en jouant sur le taux de change, monnaie virtuelle, monnaie réelle. Mais souvent, dans les jeux mobiles, il y a une autre fonction qui a à voir avec the pain of buying, la douleur de payer. Quand tu paies avec du cash, tu as la récompense d'avoir ce que tu veux, et la douleur de voir ton cash te sortir des mains. Des économistes ont pu montrer que cette douleur est généralement moins forte quand on utilise une carte de crédit. Le paiement en devenant invisible devient aussi moins douloureux. Et c'est un principe que les jeux freemium cherchent très souvent à émuler avec des monnaies virtuelles. Donc pour le petit rappel, acheter de l'encens sur Pokémon Go c'est 100 Poképièces, donc environ 80 centimes, et une Pokéball est à 5 centimes. Enfin, il y a un dernier point important pour comprendre d'où vient l'argent des jeux freemium. L'avantage de ces jeux, c'est quand même qu'ils sont gratuits, donc très simples à installer. Par contre, tu fais probablement partie des joueurs qui ont dû dépenser moins de 5 € dans un jeu mobile freemium dans les 6 derniers mois, alors que tu en as peut-être quelques-uns sur ton téléphone. Si ce n'est pas toi qui paie, ça veut dire que quelqu'un d'autre le fait. Dans l'industrie, on les appelle les baleines. Une grosse partie des revenus des jeux freemium viennent de cette catégorie de joueurs, puisque généralement 5% des joueurs génèrent plus de 50% des revenus. Donc si tu as autant de jeux gratuits qui sortent sur mobile, c'est un peu grâce à eux. Après, Pokémon Go a un avantage assez particulier, c'est sa capacité à déplacer physiquement les gens, à les faire entrer dans des lieux comme des pizzerias ou des magasins de fringues. Et ça commence déjà à intéresser quelques marques qui pourraient devenir de très bons clients. Mais le plus impressionnant, c'est la place que prend le freemium dans notre monde. Et ça ne s'arrête pas aux jeux mobiles, mais ça change aussi notre manière de nous divertir, de partager, de communiquer et même de travailler. En fait, ce modèle économique est partout autour de nous. J'ai eu envie de faire cette petite vidéo parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de développeurs de jeux mobiles quand je vivais en Finlande. C'est de là que viennent beaucoup de jeux, tout ce qui est Angry Birds, Clash of Clans et Hay Day par exemple. Et ce que j'ai pu voir, c'est que derrière tous les jeux qui marchent, en fait, il y a beaucoup de jeux qui ne marchent pas vraiment et des petites équipes qui en produisent énormément, qui enchaînent vraiment la production de jeux en espérant avoir ce hit global à travers les plateformes d'Apple ou Google. Et quand je parle de petites équipes, par exemple le staff de Niantic Labs, donc c'est le studio qui a réalisé Pokémon Go, a moins de 50 employés pour une estimation du chiffre d'affaires pour la première année qui va être de 1 milliard de dollars. Donc voilà, ça fait quand même une petite équipe pour beaucoup d'argent. C'était Stupid Economics. Sur ce,